réussir à s'imposer quand on est une femme qui évolue dans un milieu masculin. Les personnalités que nous allons recevoir dans quelques instants ont dû faire preuve d'encore plus de talent et de ténacité pour être reconnues comme les hommes. Elles sont chefs d'entreprise, animatrices télé, femmes politiques, journalistes sportives ou encore navigatrices. Comment est-ce qu'elles ont réussi à s'imposer? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et je vous demande tout de suite d'accueillir notre toute première invitée. Elle joue le rôle de Trublion aux côtés de Marc-Olivier Fogiel sur France 3. Voici Ariane Massenet. Bonjour Ariane. Enfin seule? Enfin seule, sans avec lui. vous. Avant qu'on discute un petit peu plus ensemble, quelle est l'anecdote qui représente le mieux les difficultés que vous avez peut-être rencontrées pour vous imposer dans ce milieu masculin qu'est la télé? L'anecdote, je crois que c'est la première fois quand on a parlé de moi dans un journal. C'était le Nouvel Observateur, je m'en souviens. Et il n'y avait pas mon nom, il n'y avait rien, il y avait juste la potiche. Et là, je me suis dit, pas si je vais continuer ce métier. C'était la potiche de Marc-Olivier Et je crois Fogiel? que c'était la potiche blonde. Blonde. Il me semble que c'était ça, l'intitulé exact. Et c'est ça qui m'a donné, d'abord qui m'a donné un bon coup sur la calebasse, et qui ensuite m'a donné un bon coup dans le derrière. Ça fait quoi d'être traité de potiche? Ça fait pas plaisir quand on sait qu'on ne fait pas ce métier pour ça. C'était pas une envie d'être devant les projecteurs, sous les projecteurs et devant la caméra. Donc on se dit, zut, je me suis peut-être gourée sur mon métier. Et pourtant, vous avez continué? Et pourtant, j'ai continué en me disant, zut. J'ai dit Trublion, hein? Oui, bravo, Evelyne. Merci, merci. Je suis pas non mais c'est important. C'est important parce qu'on a souvent... pour les hommes, quand deux hommes sont sur un plateau de télévision, on dit, il y a un peu comme Gildas et Decaune, il y a le présentateur et puis le trublion, et quand c'est une fille, c'est systématiquement une potiche. Alors on va continuer à en discuter justement, ouais. Potiche, trublion, en tout cas celle qui est à côté de l'homme. Mais à présent, voici une avocate, elle s'est lancée il y a 14 ans dans la politique, ancienne ministre de l'Environnement, elle a aujourd'hui créé son propre parti, ceci explique peut-être cela. Voici Corinne Lepage. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Quel est le moment le plus fort qui a marqué, vous, votre entrée dans le monde de la politique? Oh ben, je crois que c'est le terme de jupette que j'ai trouvé particulièment désobligeant. Parce que vous faisiez partie des fameuses jupettes d'Alain Juppé. Oui. Il y en avait combien? 12? Ben, au départ, on était 12, à l'arrivée, on n'était plus que 4. Faute de combattantes, en plus, j'étais la seule femme ministre qui était très désagréable vis-à-vis de celle qui était partie, parce que c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et je dirais que ce terme de jupette, je l'ai trouvé très désobligeant. Et ben vous allez pouvoir en discuter justement avec Ariane Massenet et aussi nos autres invités. Voici à présent Céline Géraud. Elle a été vice-championne du monde de judo. Eh oui, du judo. Elle est aujourd'hui journaliste et présentatrice au service des sports de France 3. La voici, Céline Géraud. Céline, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes imposée à double titre comme championne de judo, ce qui n'est pas spécialement un sport féminin, et puis aussi comme journaliste sportive. Quelle image vous aviez du monde sportif, surtout à la télévision? Oh, j'avais l'image d'un sport où il fallait se battre, parce que je faisais un sport de combat, ça tombait bien. Et à la télé? Et à la télé, j'étais plutôt bien accueillie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Mais le premier reportage qu'on m'a envoyé faire, c'est assez rigolo, c'est « Tiens Céline, on va t'envoyer faire un sujet, tu vas ouvrir ton regard féminin. » Je dis « Ah bon, il y a un regard féminin, un regard masculin ?» Et il se trouve que c'était les chemins de France de bras de fer. Je ne sais pas si vous voyez le contraste. Ils n'ont pas été déçus parce que je leur ai regardé quelque chose qui, à mon avis, était tout sauf ce qu'ils espéraient. Mais à l'arrivée, le sujet est passé et plutôt bien passé, quoi. Alors, vous êtes présentatrice à la télévision pour le sport. Est-ce que, comme Ariane, on vous a déjà traité un jour de potiche blonde? Non, parce que j'ai fait du sport de haut niveau et ça, c'est une vraie chance parce qu'il y a le respect de la performance. Parce que souvent, les journalistes sportifs sont Voilà, il faut faire du judo. C'est ce que je vais faire, mais c'est ce que je vais faire. Avec ou du bras de fer. Hein, ou du bras de fer. Une petite prise. Oui, les journalistes sportifs sont souvent des gens qui auraient aimé être athlètes de niveau, qui n'ont pas pu ou qui auraient aimé toucher de ça du bout des doigts. Quoi, en fait. Pas frustrés, plus des passionnés qui n'ont pas pu assouvir leur passion. Donc en fait, il y avait le vrai respect par rapport à ce que j'avais fait à mon passé, donc il n'y a jamais eu de souci, quoi. Alors on va en discuter aussi de ce monde de la télévision qui mêle télé et sport. Mais voici maintenant une femme qui, elle, a fait fortune dans un monde très masculin, celui de l'informatique. Elle est aujourd'hui à la tête d'un des plus grands moteurs de recherche sur Internet. Je vous demande d'accueillir Oriane Garcia. Oriane, bonjour. Bonjour.
Avant de vous demander si vous avez un souvenir particulier des difficultés que vous avez pu rencontrer dans ce monde très fermé des chefs d'entreprise et de l'informatique, est-ce qu'on peut être un chef d'entreprise en mini-jupe? Parce que votre jupe, elle est un peu courte là aujourd'hui. Ben voilà. J'ai mis le doigt dessus. Non, ce qui est difficile, c'est de gérer le moment où on s'assied, mais sinon ça va. Est-ce qu'on vous a déjà fait la remarque? Oui, bien sûr, souvent, et c'est pour ça que je continue à mettre des mini-jupes. Vous persévérez. Voilà. Alors vous, est-ce que vous avez un souvenir particulier de difficultés que vous avez pu rencontrer au moment où vous avez pénétré ce monde de l'informatique? Oui, enfin j'ai des souvenirs, j'en ai plein. J'en ai un en particulier quand je faisais des études, je donnais des cours d'informatique pour gagner ma vie. Et je me suis retrouvée face à un groupe de quadras, cadres dans le BTP. Et je les formais à l'utilisation d'un logiciel de calcul. Il y en a un qui m'a sorti, mais ce logiciel-là, c'est un peu compliqué pour les secrétaires. Ah. J'ai dit, oui, et c'est même très compliqué pour les femmes, non, vous ne trouvez pas? Et je vais coller un exercice super difficile. Il a réussi ou pas? Il a réussi ou pas? Il a réussi à faire l'exercice? Non, pas du tout. Donc 3 heures après, il avait vraiment changé d'attitude. Il m'a demandé de l'aide et je me suis dit... Et vous aviez pris du galon entre-temps. Combien vous pesiez du temps de Caramel, qui était le site dont vous étiez la patronne? Combien je... Pesé, en argent. En termes de sous? Vous savez, c'est ce qu'on demande aux hommes en général, qui sont des chefs d'entreprise. C'est vrai, oui, c'est pour ça que... Combien on pèse? La question est... Oui, pas votre poids, hein, bien sûr. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Voici à présent un grand chef cuisinier. C'est rare un chef cuisinier femme. Elle a ouvert un grand restaurant à Paris qui a obtenu l'excellente note de 14 sur 20 au Goemio. Je vous demande d'accueillir Flora Mikula. Flora, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous évoluez dans un milieu où on a plus affaire à des hommes chefs que des femmes chefs. Quelle est la réflexion qui vous a le plus marqué quand vous êtes rentrée dans le monde de la grande cuisine? Déjà, ça a été un petit peu difficile d'y rentrer, mais oui, j'ai eu une réflexion qui était assez drôle parce que dans un restaurant, on doit se changer pour une tenue de cuisinier. Et j'étais dans un entretien avec un grand chef à Paris. Et l'entretien se passait très bien. Il me disait, oui, vous avez une belle expérience, c'est bien, vous avez voyagé. Mais j'ai un souci, c'est que je n'ai pas de vestiaire femme dans mon restaurant. Donc ça ne va pas être possible. Alors là, bon, vous savez, je peux me changer à la cave, c'est pas un problème. Les hommes, j'en ai toujours côtoyé. C'était le prétexte. Oui, c'était le prétexte, voilà. Vous l'avez revu? Non, je suis partie, j'ai dit, bon, je vais aller voir ailleurs, quoi. Et ça renforce, ça rend plus combattante. Ça. Bon, on va continuer à en discuter avec une aventurière. Cette fois, elle a été la première femme à réaliser la traversée de l'Atlantique à la rame et en solitaire. Voici Peggy Boucher. Bonjour Peggy. Bonjour. Judo, voile, monde de costaud aussi. Hein. Oui, c'est masculin. Vous avez subi des remarques comme ça quand vous avez pénétré le monde de la voile? C'était des remarques, notamment au moment où je recherchais des sponsors, des partenaires financiers, qui étaient comment un petit brin de femme comme vous peut parcourir près de 5000 km à bout de bras. Si vous étiez ma fille, je ne vous laisserais pas partir. Sympa. Donc c'était sympa. Et finalement, vous avez réussi à trouver des sponsors qui ont cru en vous, mais c'est plus difficile. Ça a été beaucoup plus difficile, oui. Bon, aucune femme l'avait fait, donc il n'y avait pas vraiment de repères, en plus, à l'époque. Donc il a fallu ramer, si c'est le cas de le dire, quoi, mais... Quand on entend ce genre de remarques, est-ce que ça donne la rage, la niaque, envie Complètement, oui. On n'est pas désespéré, on ne rentre pas pleurer dans sa chambre. On se dit que si on craque à un moment donné, au départ, dans la préparation de l'aventure, c'est vrai qu'on n'est pas prêt justement pour continuer, quoi. Donc ça forge un bon caractère. Ariane, est-ce qu'il y a des moments où, quand vous avez entendu ce genre de réflexion, vous avez craqué? Un peu abattue forcément. Enfin, je pense que j'ai moins de caractère que toutes les femmes réunies autour de moi. Parce que je pense que c'est très, très difficile dans le monde de la politique. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les femmes en politique. Je pense que c'est effectivement très dur. Dans le milieu du sport aussi, dans le milieu des entreprises, je pense que ça doit être terrible. Donc, mais dans le milieu du Marc-Olivier Fogiel, ça doit être terrible aussi, non? Non, mais avec Marc-Olivier, ça se passait bien. C'était un jeu, on se connaît depuis très longtemps, donc tout ça, c'est un petit peu de l'artifice. Oui, on a un petit coup, on a un petit découragement. On se demande est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement, c'est l'image qui est difficile. C'est l'image qu'on peut donner quand on sait que c'est pas la réalité. C'est-à-dire
C'est-à-dire que je pense qu'en télévision, et vous êtes certainement bien placé pour le savoir, on demande beaucoup plus à une femme. On lui demande, un homme, on lui demande d'être intelligent, en télé, et à une femme, on va lui demander d'être intelligente, d'être jolie, d'être bien habillée, d'être bien maquillée, etc. Je trouve qu'on est beaucoup plus exigeant avec les femmes. Et je me suis dit, peut-être que je me suis trompée de voie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être sur un plateau, de participer, d'être journaliste, mais d'être juste une image ne m'intéressait pas. Et donc, les premières réactions étaient sur mon image. On vous a fait comprendre je vous l'accorde, c'était pas très réussi. Mais j'aime beaucoup votre nouvelle coupe de cheveux. Je vous remercie, Evelyne. Après, ça vient forcément. Après, effectivement, on fait des efforts, mais le but n'était pas ça. Donc, nous, on a un petit découragement. Est-ce qu'en politique, Corinne Lepage, le physique compte aussi l'apparence? Oui, beaucoup. Moi, j'ai toujours été frappée, par exemple, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui sont des milieux quand même très misogynes et où les femmes continuent à être très mal représentées, malgré la loi sur la parité, d'entendre des remous lorsqu'une femme prend la parole ou monte à la tribune et on entend les murmures pour dire qu'elle est bien, qu'elle est moche, qu'elle a de jolies jambes, qu'elle n'en a pas, etc. Ça se sent, si vous voulez, c'est palpable. Et ça, on ne le dirait jamais à un homme, par exemple. Enfin, ça ne viendrait même pas à l'idée. On ne dirait pas, oh là là, sa cravate est moche. Je partage tout à fait le point de vue qui vient d'être exprimé. De toute façon, à une femme, on demande toujours beaucoup plus qu'à un homme. Je ne sais plus qui avait dit que l'égalité serait acquise le jour où on accepterait qu'une imbécile puisse occuper un poste de responsabilité. Ben, ça reste vrai. Moi, je l'avais entendu. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la parité sera atteinte le jour où il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents. C'est le même. Est-ce que vous, du temps où vous étiez ministre, du temps des jupettes, est-ce qu'on vous a fait des réflexions sur votre physique? On vous a dit attention, il faut s'habiller comme ci, il faut s'habiller comme ça, va chez le coiffeur? Non, personne ne s'est amusé à me faire. J'ai essayé de. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous représentez quand même votre pays, donc vous essayez de faire les choses convenablement et dignement. C'est quand même la moindre des choses. Bon. Mais je dirais. Parce qu'Ariane Massenet disait bon, ben moi, on me parle de mon physique, on ne me parle pas de ce que je dis, en fait. Non, je ne peux pas dire ça. Au départ, c'était ça. Je ne peux pas vous dire qu'on me parlait de mon physique. Non, ça non. Je suis comme je suis. Bon, j'avais une grande carrière professionnelle derrière moi, puis ça faisait 20 ans que je travaillais quand même. Par conséquent, ce n'était pas le problème. Mais par contre, ce qui m'a frappée, c'est que d'abord, il y a eu des comportements vis-à-vis de moi dont je pense qu'ils n'auraient pas été tolérés, ni même envisagés vis-à-vis d'un homme. Lesquels ? Il y a eu une sombre histoire concernant le vote d'un texte que je n'avais même pas, que j'assumais, mais qui avait été déposé bien avant que j'arrive au gouvernement. Et la manière dont les agressions se sont faites, sur le mode, il y a des fautes d'orthographe ou des âneries pareilles, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été fait à un homme. Ça, j'en reste absolument convaincue. Et puis, de manière plus générale, je me souviens de réflexions, alors qui ne me concernaient pas personnellement, mais d'une très forte misogynie. Complètement macho. Sur le mode, je me souviens à l'Assemblée nationale un jour, une femme députée qui pose une question parce qu'une femme avait été violée dans un métro à 4 h de l'après-midi, sans que personne n'intervienne comme d'habitude. Et quelqu'un a dit d'étraver, de toute façon, avec la tête qu'elle a, ça ne risque pas de lui arriver. Et comment est-ce que vous avez réagi en entendant ça? J'étais scandalisée. Qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez? Alors évidemment, c'est dit mezzo voce, donc c'est très difficile de savoir qui a dit. Alors ensuite, le président de l'Assemblée nationale c'était à l'époque Philippe Séguin, a fait une petite enquête pour savoir qui avait dit ça. Puis bon, ça s'est perdu dans les limbes. Oriane, dans le monde des affaires, est-ce que les femmes doivent jouer aussi les mêmes règles, avec les mêmes règles du jeu que les hommes? Certaines le font parce que certaines pensent qu'il faut le faire. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces femmes qui renient leur féminité, qui sont autoritaires, qui sont plus macho que macho. Moi, elles me font très, très peur. Mais vous, comment vous faites? Vous êtes une jolie fille. Vous nous avez dit en arrivant que vous continuez à mettre des mini-jupes. Dans un monde de business, ça ne doit pas être évident. Est-ce qu'on vous fait des réflexions? Est-ce que vous êtes moins crédible, finalement, parce que vous jouez aussi de votre féminité? En tout cas, vous l'assumez? Il y a de ça, alors moins crédible, je ne sais pas. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts pour être crédible et qu'un homme, effectivement, il est absolument évident qu'il est intelligent parce qu'il est patron, donc il est intelligent.
Une femme, déjà, elle est patronne, donc alors, oula, comment est-elle arrivée là? Elle a certainement dû coucher pour y arriver, ou quelque chose comme ça. Donc, et ensuite, moi je me dis, il ne faut pas renier sa féminité, il faut essayer d'en faire une force. Et effectivement, je l'assume. Et quand on l'assume, on peut se rendre compte qu'être une femme dans un milieu d'hommes, ça permet de susciter un intérêt peut-être plus immédiat. Parce qu'il y a tellement de bons hommes. Vous êtes la seule femme, tout le monde va venir vers vous. Tout le monde. Vous êtes quand même original dans le paysage. Donc vous allez susciter l'intérêt. Mais dans ce cas, il faut accepter le risque d'une sanction peut-être plus importante. Oui, c'est-à-dire que ça ne pardonne pas et le jour où ils vous ont éliminé, il n'y a plus personne. Hein. Vous pratiquez l'humour grinçant et puis vous y allez dans vos interviews. Est-ce que c'est facile pour une femme justement d'être grinçante? Est-ce que les hommes l'acceptent toujours et les femmes d'ailleurs aussi? Oui, parce que je pense qu'avec un sourire, on arrive à plus de choses. C'est aussi l'atout des femmes. Quelquefois, on peut dire une bonne méchanceté, mais avec un petit sourire ou un petit clin d'œil, ça passe plus facilement. Ouais. Vous vous souvenez de certaines méchancetés qui se sont produites, que vous vous êtes envoyées à la figure sur les plateaux de télé? Que moi, j'aurais envoyé à quelqu'un? Et que vous avez reçu en sens inverse? Oh, moi, j'en ai reçu plein. Delon, c'était pour rire quand il vous a balancé un truc sur votre physique? Delon, c'était très drôle, parce que Delon voulait, dès le départ, jouer avec moi. Il connaissait bien l'émission, donc il savait comment ça fonctionnait. Jouer la complicité avec moi. Et moi, j'acceptais parfaitement ce rôle. Je trouve ça plutôt rigolo. Donc, il me charriait, mais c'était toujours gentil. Il voulait se mettre avec moi contre Marco. Et quand moi, je suis revenue, on avait déjà parlé de son physique, et j'avais une dernière question à propos de ça, et je suis revenue là-dessus en disant, concernant votre physique, j'avais une autre question. Il a dit, textuellement, il vaut mieux parler du mien que du vôtre. Mais, en fait, il a dit ça en me regardant. Et il voulait dire, toujours dans ce jeu-là, il vaut mieux parler du mien que du sien. Oui. Et il a voulu jouer du tac au tac, il s'est embourbé. Moi, je l'ai un peu pris, je l'ai pas mal pris parce que je savais que c'était pas de bonne guerre, mais je savais que c'était plutôt un jeu. J'étais un petit peu surpris. Et là, après, il s'est dépatouillé. Mais non, mais je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Donc, je l'ai pas du tout mal pris. C'était pas méchant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut, qui le disait tout à l'heure, je crois que c'est Corinne Lepage, bosser 2 fois, 3 fois, 5 fois plus que les hommes pour réussir dans ce monde-là? Oui, certainement. Je pense qu'effectivement, il faut tout. Il ne faut pas juste être intelligente, il faut être plutôt... Sinon, on est très vite catalogué, je crois. Et vous aussi, est-ce qu'on vous parle de votre look, de votre apparence, de votre physique, plutôt que de ce que vous avez dit ou des performances que vous avez réalisées en plateau? J'avais un collier de travers, j'avais un poisson pendant toute l'émission qui était comme complètement... Personne ne me l'a dit en régie, personne n'a rien vu, tout le monde s'est focalisé sur ce que je disais. Alors j'étais flattée parce que je me suis dit, au moins, ils ont écouté mes lancements, ils n'ont pas vu que j'avais une mèche qui partait comme ça et le poisson. Et de temps en temps, si c'est des réflexions plus positives, ma mère m'appelle pour me dire, tiens, j'aimais pas du tout ta chemise hier, ça te boudinait, il faut que tu changes. Donc ma mère étant de bons conseils, je l'écoute. Et puis d'autres fois, c'est plus, tiens, il faudrait que tu changes, que tu évolues, que tu fasses plus... Bon, ben là, on se laisse guider. Je pense que de temps en temps, il y a des gens qui sont de bons conseils. Il ne faut pas être braqué. Mais c'est vrai qu'au début, les gens sont vraiment focalisés sur l'apparence. Mais est-ce qu'on ne l'est pas tous aussi? Peut-être plus à la télévision qu'ailleurs quand même aussi. On est beaucoup plus exigeants. C'est l'image. On est beaucoup plus exigeants. Je vois rien que pour les arrivées de traversées ou de courses. Vous faites attention aussi à votre... Oui, moi je fais attention. C'est vrai qu'à bord, j'essayais de rester un petit peu féminine, coquette. J'avais mon petit rasoir, j'avais le petit shampoing, j'avais des crèmes. Parce qu'à un moment donné, quand vous passez près de 10 heures par jour aux avirons, que vous vivez dans 2 mètres carrés, que vous êtes réveillé la nuit par le manque d'oxygène, ou par des vagues de 6-7 mètres, forcément, au bout de 3 semaines, vous avez une tête pas possible, vous êtes déconfite, fatiguée et vraiment éprouvée, quoi. Donc, à chaque fois que vous regardez dans le petit miroir, vous avez envie de vous respecter, quoi. C'est aussi une forme de respect. En même temps, on ne demande pas à un homme de se pomponner aux arrivées. Non, mais voilà, les arrivées de course, si un homme arrive, la barbe de 5-6 jours, on va dire, tiens, il a vraiment la tête du vieux lot de mer ou de l'aventurier. Et une femme, on va dire, tiens, elle a même pas ça aussi, les femmes, elles n'ont pas droit à ça. Hein. Est-ce qu'une femme a le droit? C'est vrai, on ne reprochera jamais à un homme d'arriver débraillé au boulot parce qu'il n'a pas eu le temps et tout. On le reproche souvent aux femmes. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise, dites donc, tu aurais pu te saper ou c'est déjà arrivé de moi, j'ai fait du judo, donc ils se disent que si jamais ils me font une réflexion, il risque de prendre un Uchimata à la volée, à la machine à café, donc ils sont très calmes. C'est ça, ils vous disent. Non, mais c'est vrai, pour reparler de l'apparence physique, quand je vois Roselyne Bachelot,
on ne parle que de ses tailleurs fuchsia. Mais pourquoi elle n'aurait pas le droit d'être un tailleur fuchsia? Bon, ici, il est plutôt joli son tailleur. Bon, elle le remet peut-être un peu souvent, c'est peut-être ça. Mais non, mais sérieusement, pourquoi? Qu'est-ce que... Et on se focalise là-dessus. On a l'impression que c'est l'attaque. Comme peut-être sur son boulot, on n'ose pas trop dire. On se dit, tiens, je vais prendre une attaque, allez hop, le physique. Allez hop, l'apparence. C'est vrai qu'on va beaucoup plus focaliser sur le physique d'une femme que sur le physique d'un homme. Le physique d'un homme, finalement, il peut être moche, sale. Ceci dit, le physique en politique compte aussi pour les hommes, vous le savez. Hein. Oui, bien sûr. L'apparence physique, les chaussettes des uns, les dents des autres, non, mais la calvitie. Il y a une chose importante qui a été dite tout à l'heure, sur laquelle je voudrais revenir. Je crois qu'il est essentiel que les femmes revendiquent d'être ce qu'elles sont. Mais comment elles doivent se comporter justement dans ces milieux qu'on dit masculins? Comme elles sont. Accepter d'être ce qu'on est et ensuite imposer aux autres qu'ils acceptent ce que nous sommes. Mais quelquefois, ça peut être long. Je crois que le vrai combat pour la parité, il sera gagné le jour où on aura gagné ça. Et c'est vraiment essentiel, et je dirais que dans mon domaine, qui est celui de la politique, du droit aussi, mais de la politique, si nous nous battons à quelques-unes pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes, il faudrait que ce soit un combat général de toute la collectivité des femmes. C'est pas seulement par souci d'égalité, c'est parce que nous avons une vision du monde qui n'est pas la même. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, je ne dis pas non plus qu'elle est plus mauvaise, mais je dis qu'elle est différente. Et par conséquent, elle doit venir à égalité. L'humanité, elle est faite de deux. Les hommes vous ont fait barrage, vous, Corinne Oui, bien sûr. Comment? Puis en plus, moi, j'ai une grande gueule, donc ça ne plaît pas nécessairement. Ça ne va pas non plus, hein, c'est antinomique. Femme, grande gueule, ça va pas. Bon, on accepte une femme si elle est bien gentille et que elle fait aussi, c'est ça? Non, un peu au-delà, mais disons qu'elle pose pas trop de questions et qu'elle accepte de se plier aux dictates des uns et des autres, de s'effacer quand il y a un monsieur qui veut une circonscription. C'est pas valable pour tous les domaines. Enfin, en tout cas, bon. Vous n'êtes pas d'accord, Céline Géraud? Non, pas trop. En politique, c'est un peu comme ça. Pour le coup, c'est très particulier la politique. Dans le journalisme, en tout cas. De sport et dans les émissions que je fais. Vous dites que c'est faute de combattantes en fait, hein, c'est ça? Complètement. Et j'en profite pour passer un appel en disant finalement on ne serait pas plus mal si on était mais plus si elles doivent nombreuses. toutes être championnes de judo, vous risquez d'être longtemps connaissance du sport. La plupart des journalistes de sport et pas sportifs, parce que la nuance est importante, parce que sportifs, on est tous sportifs. On fait du sport, vous en faites, on en fait tous, on en a tous fait un peu. Après, il faut avoir une espèce de passion un peu supplémentaire pour avoir envie aux gens d'expliquer. Et je rejoins simplement Corinne dans le sens où nous, quand on dit une bêtise, on va l'écouter aussi, c'est-à-dire qu'on va d'abord dire tiens, aujourd'hui elle s'est coiffée comme ça. Est-ce que les femmes ont droit aussi de dire des conneries? Eh bien ouais, alors quand ça arrive, par contre, vous pouvez être sûr que vous avez du courrier. Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un effet loupe. Il y a un effet loupe. Et ça veut dire qu'ils écoutent quand même, c'est-à-dire qu'ils nous regardent d'abord en 1, en 2 ils nous écoutent et en 3 ils font leurs commentaires. Mais si on dit un strong vraiment gravement sur le score ou on oublie un truc, on a du courrier, on est tout de suite repris de voler. Ariane, vous en avez beaucoup de courriers, vous? Oui. Contre ce que vous dites? Oui, quelqueupfois une petite vanne qui peut être mal prise. Ça Quoi, par exemple? Proportion. Je ne sais plus, je me rappelle avoir fait, je ne me rappelle plus exactement le propos, mais avoir taquiné les Bogdanov, je ne sais plus sur quoi, une histoire de vache, bref. De vaches? Oui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les vaches avec les Bogdanov, je ne sais plus pourquoi. Enfin bref, j'avais fait une petite allusion et j'avais imité une voix de fermière du Sud-Ouest. Je dis oh putain, un truc comme ça. Mais un truc totalement anodin. J'ai reçu un courrier. Vous n'avez même pas idée. Toute la France rurale à votre trousse. Ah oui, non mais épouvantable. Épouvantable. Ou aussi Jean-Pierre Coff avec le pied de cochon. J'amène un pied de cochon à Jean-Pierre Coff. J'ai écouté Jean-Pierre Coff, maintenant ça suffit. Plus personne ne mange le pied de cochon. Regardez à quoi ça ressemble. Et c'était un truc léger. Et, oh là là, j'ai reçu. Mais madame, je mange du pied de cochon tous les jours. Le second degré ne va pas nécessairement avec les femmes, alors? Non, mais c'est vrai que j'avais reçu énormément de courriers pour ça. Et Céline a raison en ce sens. Si on fait la moindre erreur, ça prend des proportions un peu plus importantes que si un homme faisait la même erreur. Comment ça se passe quand on dirige des hommes? Flora, vous êtes chef dans un grand restaurant parisien. Maintenant, vous avez combien de personnes sous vos ordres? Entre 8 et 10, ça dépend. Entre 8 et 10, ce sont des hommes? Des hommes et des femmes. Mais plus d'hommes? Oui, un peu plus. Et la parité, alors? Parce que je rejoins leurs idées, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes aussi qui veulent combattre. Parce que moi, j'ai toujours gardé le côté féminin dans la cuisine. Et le premier restaurant où j'ai travaillé, il y avait 25 ou 30 cuisiniers. Et en fait, on devient, si on sait se placer, tout en montrant qu'on sait faire le travail, on devient leur meilleur ami. Et on est aussi un petit peu la confidente, parce qu'on est seul au milieu d'un milieu d'hommes. Mais une femme chef, c'est différent d'un homme chef?
Oui, je pense. Oui, il y a. Comment ça s'est passé au points. début quand vous aviez toute cette cuisine à faire marcher? Parce qu'un restaurant, attention, il faut y aller. Hein. Oui, il faut y aller. Oui, Comment vous y êtes prise? Quand on a un coup de bourre, comme on appelle, est-ce qu'on râle, on crie, on s'énerve? On a le droit de faire ça quand on a une femme dans une cuisine? Oui, on crie aussi fort qu'un homme. Oui. C'est très violent, c'est très hiérarchique une cuisine. Hein. C'est un petit peu comme l'armée. Donc on passe des postes pour grimper. Et après, bon, on est soit chef chez soi, soit chef dans notre restaurant. Oui, il faut. Mais à côté, on a un côté un peu maman, confidente, où on sera. On n'a pas de violence physique, parce que de temps en temps, dans les cuisines, c'est un petit peu physique. Oui, ça se bouscule un peu. Il y a même eu des échauffourées. Mais c'est. Donc, on ne veut pas non plus être là pour faire de la psychologie, mais. On est un peu côté maman, on materne. Quoi. Vous vous souvenez des images de ce grand chef féminin qui s'appelle Guylaine Arabian, qui hurlait dans les cuisines? Elle s'est fait... ça a été dur après à la sortie. Oui, on disait elle est caractérielle. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu. Elle est caractérielle. On ne lui a pas pardonné, elle. Oui, je pense que ça aurait été un homme, ça aurait beaucoup mieux passé. Mais comme elle était la seule 2 étoiles en France, ça a été... C'est facile d'avoir de l'autorité sur les hommes, justement, sans devenir pour autant caractérielle? Oui, parce qu'il y a cet aspect respect du chef aussi, qui est très hiérarchique dans une cuisine. Donc, même si vous maudissent à la fin... bon. Mais il faut savoir aussi que dans une cuisine, c'est un coup de feu, ça dure 2 heures et après on oublie tout. Oui. On peut être très violent avec la parole, même des fois un petit peu gestuel, mais après c'est fini. Quoi. Donc chez les femmes chefs... Je disais, on ne fait pas illusion longtemps. De toute façon, la femme, au-delà de l'apparence physique, une fois que vous avez passé les filtres, on va dire, pour le côté physique, parce que vous avez la tête qu'il faut pour passer à l'antenne, vous avez les qualités, entre guillemets, sur le papier. Après, il n'y a que le boulot. Il n'y a pas non plus de miracle. C'est ça qui compte, la compétence. Je pense chacune dans notre secteur, on a potassé, moi, les règlements de tous les sports que je vais commenter, parce que si jamais il y a quoi que ce soit, il faut que je sois capable de... Donc on anticipe, en fait, énormément, et on a cette capacité, peut-être qu'ont pas les hommes, de 6e sens, de se dire, tiens, moi, des fois, je vais en plateau, je me dis, je sais pas quoi, il va y avoir un souci, je prends un paquet de dépêches, boum, la cassette part pas, il y a un problème, je suis prête. Donc c'est anticiper, travailler, et puis se préparer à l'imprévisible, quoi. Et ça, c'est un vrai plus, et je pense qu'au-delà du physique, si on bosse pas, il n'y a pas de miracle. Quoi. Pour les hommes et les femmes, c'est pareil. Il n'y a que des femmes compétentes ou il y a en général que des gens compétents? C'est différent? Oui, enfin, comme on nous remarque plus, vu qu'on est peu nombreuses, effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc là, on rejoint ce qu'on a dit. Et après, à nous d'être... Puis il faut en faire plus pour arriver au même niveau. Il faut en faire plus. Ça, vous l'avez quantifié aussi, Corinne Lepage? Quantifié, non. Je ne suis pas allée avec une petite balance. Mais je constate qu'aujourd'hui... à niveau égal de responsabilité, généralement, les femmes valent plus que les hommes. Et puis, je voulais dire aussi, réagir sur ce que vous disiez. Une femme, on va dire qu'elle est caractérielle, et un homme, on va dire qu'il a du caractère, mais c'est exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et à partir du moment où vous avez des responsabilités, vous devez entraîner des gens, il faut vous faire entendre. Hein. Et on peut le faire avec le sourire, effectivement, on peut le faire avec fermeté. Généralement, quand on a la compétence pour le faire, ça va tout seul. Mais simplement, un homme, on dira, quel homme de caractère. Une femme, on dira... Elle est complètement caractérielle, cette femme-là. Mais c'est plus facile de travailler avec des hommes. Moi, je préfère travailler avec des hommes parce qu'il y a davantage de franchise et c'est vrai qu'on arrive à une complicité qui est plus importante. Pourquoi les femmes, avec elles, ça ne va pas? Elles sont comment, les femmes? Les rapports, moi, j'ai toujours... Là, je vois pour la préparation de la traversée atlantique à la rame, j'avais une équipe de 10 hommes et c'était pas évident au départ où il a fallu un peu prendre ses marques, où ils étaient un petit peu... méfiant, mais il a fallu, comme d'habitude, faire ses preuves. Mais une fois que la confiance est là, c'est un rapport qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus direct. On est presque chouchoutés. Elles sont attendries par le côté féminin, le côté fragile. Pourquoi les femmes dans la voile, ce sont des... on dit souvent que la voile... hyènes. Non, on dit souvent que dans la voile, les gens, les marins sont machos. Moi, je trouve pas du tout. Au contraire, ils sont contents que des femmes aient de l'audace, se lancent dans des choses qu'ils maîtrisaient jusqu'alors. Je pense que on a un milieu, en fait, c'est pas comme en politique, je pense, parce que, entre guillemets, vos ennemis ou votre adversaire, c'est les hommes,
Moi, c'est plus la mère, quoi. Donc, le danger est le même qu'on soit un homme ou une femme en mer. Les adversaires, c'est pas les hommes. Et puis, je voudrais pas qu'on retienne de cette émission le fait qu'il y a d'un côté les méchants hommes et d'autre côté les gentilles femmes. C'est quand même pas. C'est quand même pas comme ça que ça se passe. Et puis, de procéder par généralisation, par simplification, c'est toujours faux. Il y a des hommes qui aident les femmes à progresser. Mais ça, en politique, c'est flagrant, quoi. Mais en politique, c'est quand même pas la loi du genre. Hein. Dans le business, c'est pareil, Oriane Garcia. Diriger les hommes, c'est pas facile. Diriger des hommes, c'est pas facile. Diriger des femmes, c'est pas facile. Diriger des personnes, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'après, il faut, je dirais, faire les choses avec cœur, bon sens. Un petit peu le problème qu'on a quand on est femme dirigeante, c'est d'être un peu considérée comme la maman, quoi. Oui. Et j'avoue que c'est aussi une tendance dans laquelle je vais naturellement. Donc, et on fonctionne un peu trop à l'affectif et ce qui nous vaut des remarques de la part d'hommes qui sont « Oh ben, elle va pas bien, voilà, ça doit être, elle doit avoir un problème perso ou enfin bon, c'est toujours les vieilles raisons, les vieux stéréotypes et on vous laisse même pas le loisir de vous expliquer. C'est forcément vous n'allez pas bien parce que vous êtes une femme. Vous étiez 3 au départ quand vous avez lancé votre première start-up. Ouais. C'était avant Caramel. Il y avait 2 hommes et il y avait vous. Voilà, comment ça se passait quand vous débarquiez chez les gens comme ça? Déjà, c'était l'époque des startups, c'était un peu nouveau, c'était un peu bizarre, on gagnait beaucoup d'argent, ou en tout cas, on allait en gagner. Comment ça se passait quand vous débarquiez avec votre chevelure rousse et flanquée de vos 2 acolytes? Oui, alors en fait, moi, j'avais toutes les tares. Hein. J'étais une femme, j'étais jeune, j'étais pas du tout dans le monde de l'informatique. Donc, le fait de travailler dans l'Internet, en plus, au début, c'était pas du tout reconnu. Hein. Personne n'en avait rien à faire. Moi, je me souviens très bien, je passais des coups de fil pour vendre mes trucs. On me disait, c'est bon, j'ai une très bonne société de nettoyage. Vous êtes gentil, mais les gens comprenaient strictement rien. On pensait que j'allais leur proposer des savonnettes. Donc, bon, être une femme en plus, c'était vraiment une tare parmi tant d'autres. C'était pas le pire. Donc, c'est pour ça, ça m'a aussi permis d'assumer, d'en jouer, parce que je me pointais des rendez-vous avec des banquiers avec des couettes. Ou, des couettes? Ouais. C'est pas sérieux, ça, les couettes. Non, mais bon. Et le fait de bosser avec 2 hommes, c'était une grande chance. Même si c'était difficile, parce qu'on a eu du mal à se comprendre, eh bien, c'était une chance parce que ça permettait une première validation des arguments. Mais quand vous arriviez avec vos deux compères, comment vous considérez? On disait pas, tiens, enfin, on vous mettait au même rang qu'eux, on savait que vous étiez la patronne avec eux. Ouais, alors ce qui était rigolo, c'est que soit on me prenait pour la secrétaire, l'hôtesse, l'assistante, bien sûr. Hein, souvent, on me dit « Oh, vous êtes la secrétaire de Monsieur Garcia ?» Je dis « Ah non, non, c'est pas Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, c'est mon papa. Mme Garcia, c'est moi. » Et donc, voilà, passer ces remarques-là. Après, c'est rigolo parce qu'on pense que vous êtes une femme, donc vous allez être très gentille, parce que c'est vrai que je suis plutôt bien élevée, je fais des jolis sourires. Et le jeu un peu rigolo avec mes 2 associés, c'est que dans une négociation, bien souvent, j'étais celle qui finalement était la plus dure à convaincre. Donc on inversait un petit peu les rôles comme ça. Et est-ce que vous pensez comme Peggy que c'est plus facile de travailler finalement avec des hommes et que les femmes sont un peu garces entre elles et que quand elles accèdent à un certain niveau, finalement elles deviennent pires que les hommes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer ce type de femmes? Oui, j'ai déjà rencontré ce type de femmes. Ça me fait toujours beaucoup de peine parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment pas à leur honneur de se comporter comme ça. Mais je crois que bon, il faut tout pour faire un monde. Hein. Moi, en fait, je trouve pas que ce soit plus difficile de travailler avec des femmes plutôt qu'avec des hommes. Mais je crois que le problème, c'est pas une parité absolue et obligée. Moi, ça me stresse beaucoup. Je vais pas embaucher une femme parce que c'est une femme, au secours. Je vais embaucher une femme parce qu'elle est compétente. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est plus montrer aux femmes que c'est possible. Et les accompagner dans la voie qu'elles ont choisie. Et c'est plus ça, susciter des vocations et les aider. Parce qu'elles ont plus besoin, et ça, j'ai vraiment pas peur de l'avouer, je pense qu'elles ont plus besoin d'être aidées que les hommes. D'être poussées, peut-être. Absolument. C'est vrai que cette histoire de parité, oui. c'est un peu absurde, moi, je trouve, cette histoire de parité en politique. Il y a une parité à la télé? En tout cas, pas écrite dans une loi ou dans un contrat. Il y a une parité, oui, je pense que... Oui, je pense qu'il y a autant de. Non, mais c'est vrai que la loi sur la parité, ça a un côté. Non, c'est absurde. C'est un côté absurde, mais d'un autre côté, on est arrivé à un tel système de blocage. Hein. Moi, j'ai fait partie pendant 2 ans d'un groupe de 10 femmes de droite, 10 femmes de gauche, pour la parité.
Il y avait là-dedans Simone Veil, Édith Cresson, Yvette Roudy, Michel Barzac, enfin on était 10. Et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire précisément pour aider les femmes, pour les pousser, pour qu'elles se présentent. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était complètement bloqué. Et si vous vous souvenez, le sondage qui avait été fait auprès de tous les députés en 96, on leur avait demandé est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir les listes aux femmes. La réponse était non. Bon, alors il fallait bien en sortir quand même. Vous ne pensez pas qu'en créant comme ça des clans, justement, vous vous excluez quelque part du groupe, ou on essaierait plus de se noyer dans le groupe on peut continuer comme ça, et votre petite fille aura peut-être la chance de voir 20% de femmes à l'Assemblée nationale. Non, mais je pense qu'effectivement, c'était un bien. Il faut pousser un peu le... Oui, sans doute. Mais le systématisme est un peu... C'est vrai, sans doute un peu stupide. vous avez raison, le systématisme est stupide, mais il n'empêche qu'on était arrivé à une telle situation de blocage et de refus masculin de laisser monter les femmes qu'il fallait bien trouver quelque chose. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être temporaire. Est-ce que les femmes ont envie aussi un petit peu de sacrifier leur vie de famille ou leur vie de femme pour avoir une carrière politique C'est une carrière politique ou une carrière professionnelle. Vous savez, je crois que c'est un petit peu la même chose. Mais au début, il faut faire quelques sacrifices. On sait toutes, moi j'ai élevé 2 enfants, 2 beaux enfants, ça fait 4. On sait toutes que c'est difficile et qu'il faut se partager, qu'on n'est jamais content là où on est, que quand on est au boulot, on se dit il faudrait être à la maison pour s'occuper des enfants, et quand on est à la maison, on se dit il faudrait être au boulot parce qu'on a du travail. Bon, on a toutes vécu ça. Céline, vrai vous avez 2 enfants, vous aussi. Hein. Oui, complètement. Oui. Vous vous sentez des fois tiraillée, et est-ce que vous vous êtes déjà dit il faudrait peut-être abandonner un petit peu de l'un pour se consacrer ça se fait naturellement. Moi, j'avance tout le temps à fond de 3e, en courte, pas en longue, parce que sinon ça passe pas bien dans les dunes. Mais on se pose pas les questions. Les questions, on se les pose quand un de nos enfants dit tiens, je te vois pas beaucoup en ce moment, ou je te vois plus à la télé qu'à la maison. Donc ça calme immédiatement. On se dit allez, je vais prendre 2 jours de repos. Mais en fait, ça s'enchaîne. Les enfants aiment bien nous voir quand on est là. On en profite intensément les 2 jours ou les jours qu'on a, et quand on est au boulot, on est à fond au boulot, quoi. Flora, vous êtes une maman, vous aussi? Oui, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Comment vous vivez le tiraillement? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs entre les fourneaux et... il vit un petit peu dans la cuisine, ce qu'on appelle sur le pass, parce que j'ai la chance d'avoir l'appartement derrière le restaurant, mais... Non, il est dans le bain, il est depuis tout petit. Moi, j'ai repris le travail, il avait 10 jours. J'ai arrêté d'aller à Rungis parce que je fais le marché la nuit. J'étais enceinte de 5 mois. Bon, j'ai toujours su mener les 2. Puis j'ai un mari qui est assez compréhensif, qui a toujours eu le rôle un petit peu de maman, qui s'est levée la nuit parce que moi, on m'avait dit l'instinct maternel, tu verras, tu te réveilleras la nuit. Moi, non. Je crois que ça, c'est très important. Le mari ou le compagnon et la manière dont il vous aide. Moi, j'aurais pas pu faire la vie que j'ai eue si j'avais pas eu mon mari à côté de moi. Il m'a toujours poussé de l'avant. Pour beaucoup de femmes, c'est la même chose. Si vous avez à la maison quelqu'un qui non seulement vous critique, mais par-dessus le marché vous bloque et ne vous aide pas, vous ne pouvez pas avancer. C'est un vrai partage des tâches, et je dirais que la parité, elle commence chez soi, dans l'organisation de sa propre vie. Si on n'arrive pas à avoir cet équilibre-là, alors c'est très difficile d'en chercher d'autres. Il faut être épaulé à la maison, et avoir un homme aussi qui veut bien accepter d'avoir une femme qui est plus de l'avant que lui. Moi, quand je vous entends, j'entends des bribes de choses féministes quand même dans votre discours. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est gênant quelquefois aussi d'avoir, peut-être de subir des remarques en disant tiens, si elle met ça en avant, c'est parce qu'elle est féministe? Est-ce que ça devrait couler de source, comme vous dites, Corinne Lepage, ou est-ce qu'il faut encore être féministe aujourd'hui? Moi, j'ai pas du tout le sentiment d'être féministe. Non, moi non plus. Vraiment pas. Non, mais c'est en fonction des expériences qu'on a vécues. Moi, je sais qu'à l'arrivée, j'ai eu de nombreuses félicitations, dont une qui dit tiens, pour une femme, c'est bien. C'est vrai que c'est un petit peu réducteur, mais bon. Et à la fois, vous n'êtes pas nombreuses à l'avoir fait, donc c'est aussi un compliment. Il y a des pionniers, on est des pionnières. Il y a peut-être une génération aussi. C'est ça, je pense que c'est un truc à passer. Moi, je ne me sens pas pionnière plus que ça dans l'âme. Je n'ai pas l'impression d'avoir gravi l'Everest par la face nord, mais on se dit, on fait ça pour d'autres derrière, et elles se diront, c'est possible, je crois qu'on ouvre la voie. Mais pourquoi c'est féministe? Le mot féministe est devenu très péjoratif. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Féministe, c'est suffragette, c'est excité. Non, mais quand on a un discours qui est celui de dire les hommes nous mettent des bâtons dans les roues, il faut se battre 2 fois plus, quelque part, il y a... Sinon, on dit, bah non, ça va très bien, etc. Il faut se battre 2 fois de plus, mais ils ne nous mettent pas forcément des bâtons dans les roues. Non. Je pense qu'il y a plus d'exigences. Il y a plus d'exigences, mais quand il y a confiance, il y a confiance. Mais exactement, quand ça marche, ça marche.
Après, on ne remet plus en question sorte d'acquis. Mais je crois que revendiquer ce que l'on est et de revendiquer une égalité avec les hommes et de montrer ce que l'on peut apporter et comment on peut le faire, bon, c'est peut-être être féministe, c'est peut-être être pas féministe, j'en sais rien, mais à mon avis, c'est ça le but du jeu. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à vraiment une égalité entre les hommes et les femmes dans nos pays et malheureusement dans bien d'autres. Et ça s'améliore un petit peu ou vous avez le sentiment, Oriane Non. Garcia, que quand on pénètre le monde du business, ça s'améliore? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont des grands chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie? Il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même un changement de mentalité et qu'on va vers un progrès. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est vraiment le changement de mentalité et le fait que les hommes acceptent plus. Parce que quand on dit il faut avoir un mec qui accepte que sa femme soit vraiment ait du succès, soit médiatisée, enfin, c'est difficile d'accepter. Moi, je sais que mon mec, il a refusé. On avait demandé, Marie-Claire lui avait demandé de faire un papier. Qu'est-ce que ça fait d'être le mec d'Oriane Garcia? Aïe, 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 aïe. Il a dit, mais je refuse ce papier. Il a eu bien raison. Mais c'est vrai qu'il faut accepter. C'est lui qui est Monsieur déjà. Garcia, c'est ça? On lui sort tout le temps. On lui dit ça à longueur de temps. Et en plus, c'est d'autant plus difficile pour lui qu'il est un de mes associés. Donc, nous avons créé plusieurs ces sociétés ensemble. Donc, il faut Et déjà il souffre que vous soyez un petit peu plus médiatisé que lui? Pas du tout, il est ravi. Et alors pourquoi il a refusé ce papier? Mais oui. Oui, il trouvait que c'était un peu too much. Oui, mais à la fois, c'est un petit peu la réalité, ça. Mais il a eu raison de refuser ça. Ça m'a vraiment étonné qu'il accepte. Je me serais vraiment posé des questions. Donc déjà, il faut trouver, effectivement, il faut être aidé chez soi. Et puis après, il faut être aidé dans la société. Mais je crois que ça commence, enfin en tout cas, moi je le vois, c'est très différent d'il y a 5 ans en tout cas. Je vois pour mon cas particulier, il y a 5 ans, et c'est l'image aussi du patron qui n'aide pas. Hein. Déjà, salaud de patron plus une femme, donc forcément, ça fait beaucoup en même temps. Il y a des hommes Mais maintenant ça qui ont change. envie de travailler avec des femmes. Moi, j'ai rencontré des hommes qui m'ont dit « Ah oui, oui, Enfin, je j'aime pense bien, que ça change. » Ça dépend des endroits de la société. Je pense qu'effectivement, au niveau de la direction des entreprises, même s'il n'y a toujours qu'une femme banquière, responsable de banque en France, et qu'il n'y a pas il y a très peu de femmes présidentes de sociétés du CAC 40, par exemple. En revanche, il n'y a toujours pas d'égalité entre le salaire des hommes et des femmes. Et au niveau des cadres moyens ou des cadres supérieurs, c'est toujours difficile. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Cette histoire de salaire, pour le coup, je ne sais pas Même à sur la quoi télé, non? Non. Ah oui. Vous voulez demander une augmentation de salaire, Ariane? Énorme. Non mais dans la télé c'est différent parce qu'on peut dire oui tu fais un peu moins d'antenne. Bon alors c'est moins flagrant. Mais c'est vrai ce que vous disiez sur un poste vraiment égal. Les Moi, femmes c'est un ont truc que je 20% de moins que les oui hommes, c'est à un peu truc que près. j'arrive pas à comprendre. Ben, ça marche comme ça. Enfin, ça marche. Ça ne devrait pas marcher comme ça, mais ça marche. Mais alors comme pour ça. le coup sur cette fameuse la parité où c'est un truc Ça bien rejoint précis, etc. La théorie du Pourquoi chorizo sur la pizza. hein. De toute façon, Exactement, rien n'a la pas fameuse beaucoup, théorie du chorizo sur la pizza. Mais alors pourquoi justement il n'y a pas une loi où on dit compétence Ah ben, il y a égale, des à lois, travail vous avez égal? le principe d'égalité est un principe constitutionnel, l'Europe le reconnaît, tout le monde le reconnaît, ben, il n'empêche que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas des textes pour faire changer les choses et que c'est aussi un mouvement de société et que c'est aussi des revendications des uns et des autres. Et je crois qu'aussi les femmes sont quelquefois un peu résignées à accepter certaines situations, ne serait-ce parce qu'il faut qu'elles bossent et que c'est ça ou rien, et donc elles prennent ce qu'on leur propose, vous comprenez. Donc là aussi, je crois que tout ce qu'on peut faire, nous, je dirais, sur ce plateau et d'autres, on a quand même un peu une responsabilité vis-à-vis des autres femmes qui n'ont peut-être pas eu notre chance ou qui rencontrent plus de difficultés que nous, c'est celle de les aider et de les convaincre qu'elles doivent avoir confiance en elles. Et qu'elles peuvent s'affirmer pour ce qu'elles sont. Je crois que ça, c'est vraiment important. Effectivement, arriver à rester soi-même, à ne pas se renier. Oui. Et justement, est-ce qu'il y a des situations où tout de même vous avez rêvé d'être un homme un jour face à des difficultés, Peggy? Non, jamais. Jamais, quand vous étiez perdu dans l'océan et jamais vous Non, parce face que à la des mère, je veux dire, elle n'est pas difficultés, sexuée, quoi. Je veux dire, elle n'est pas ni machiste, ni... Donc non, à aucun moment. Parce que physiquement, on n'est plus dans le milieu du sport, mais c'est de l'aventure, quoi. Donc, dans ce genre de choses, c'est à peu près 80% de mental. Et c'est vrai que les journalistes avaient été
surpris à mon arrivée, c'est d'avoir un Schwarzenegger au féminin, quoi. Ils ont bien vu que c'était pas qu'une histoire de gros bras. C'est vrai qu'on l'a souvent dit, hein, vous concernant, oui, la blonde Peggy. C'est vrai que là aussi, on opposait la navigatrice à une jeune et jolie fille, comme si c'était pas possible d'être jeune, jolie et navigatrice. Disons que la mère, elle sanctionne vite, quoi. L'action remplace la parole en mère, quoi. Donc, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, là, il y a c'est pas la de totale différence. égalité. Oui. Et vous, Oriane, est-ce que vous avez déjà rêvé à un moment d'être un homme? Jamais. Jamais. Jamais, parce que alors, en plus, moi, le fait d'être une femme, soyons clairs, j'en ai fait vraiment un axe marketing. C'est-à-dire l'Internet, quand on a commencé à créer des outils dans l'Internet en 95, c'était pas du tout grand public. Ça intéressait que les informaticiens boutonneux devant leurs écrans, qui boivent du coca chaud, mangent des pizzas froides. Enfin, c'était vraiment ça. Hein. Et qui ont des lunettes. Et qui ont des lunettes. Très et donc important. comme quoi, il y a aussi des stéréotypes sur les hommes. Il n'y a pas que des stéréotypes sur les femmes. Donc, ça intéressait vraiment pas le grand public. Et nous étions à faire des produits utilisables facilement par tout le monde en français, et il fallait trouver un moyen de dire Internet, c'est pour tout le monde. Vous vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais ça sera comme ça dans quelques années. Et le meilleur moyen qu'on ait trouvé, c'était de symboliser notre société et nos produits par quelqu'un qui n'était pas informaticien, homme, enfin en tout cas pas la personne qu'on attendait. Ça a parfaitement marché, bien évidemment. Les gens s'intéressaient plus, les médias sont vraiment plus intéressés à moi que si j'avais été un homme. Aujourd'hui, vous êtes PDG de l'ICOS France, c'est donc ce fameux moteur de recherche sur Internet. Est-ce que quand vous allez chez les clients, finalement, ça passe mieux maintenant parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes médiatisée? Oui, c'est sûr, j'ai un très très bon accueil. Alors bon, maintenant, il faut que je me pose des questions parce que souvent, je viens avec mon chien. Et quand je ne l'emmène pas, on me dit, mais où est le chien? Ah, mais c'est comme Michel Drucker, vous savez. Et donc, je dis, il faut que je trouve quelque chose car les gens ne s'intéressent plus à moi en tant que moi. Maintenant, c'est le chien qui catalyse un petit peu tout. Non, oui, bien sûr. Enfin, maintenant, j'ai un très bon accueil, bien évidemment. Ariane, vous, on vous retrouve sur Europe. Vous présentez une émission qui s'appelle Les Pipelettes. C'est tout un symbole aussi, ça, les pipelettes. Oui, c'est plus le côté ironique et drôle de la situation. Toutes ces filles, plus Henri Jean Servat, je le précise, parce que le pauvre, il est souvent vexé. On dit les pipelettes, avec tout un nom de fille, et Henri Jean Servat. Donc. Mais il aime bien pipeletter aussi. Ah, mais il adore. Donc c'était plus pour rire. On a toutes été... Mais est-ce que vous... Dans quelle situation? Non, mais dans un salon de coiffure, en train de feuilleter les journaux People et dire « Oh là là, celle-là, t'as vu comme elle est moche, celle-là, t'as vu comme elle est grosse, celle-là, t'as vu... » Et justement, est-ce que vous, qui êtes aux commandes de cette émission sur Europe, avec vos copines et votre copain, et qui êtes à côté de Marc-Olivier Fogiel tous les vendredis soirs sur France 3, est-ce que vous avez déjà rêvé, vous, d'être un homme? Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être à la place de Marc-Olivier Fogiel? Mais alors, pas une seconde, ça ne m'a jamais... C'est vrai, ce mensonge? Ah non, mais vraiment, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Je pense que, pour ce qui est de la télé, être à la place de Marc-Olivier Fogiel... Vous avez été avec Sevran aussi. Il n'y a pas un moment où on a envie de se dire « Allez hop, on va à la bataille toute seule ». Ah, ça peut-être. Mais être à la place d'eux, non. Franchement, non. D'abord parce que je pense que je serais incapable de faire ce qu'il fait. En même temps, je pense qu'il ne serait pas tout à fait capable de faire ce que je fais aussi. Non, vraiment. Oui, pourquoi pas essayer toute seule, mais c'est pas pour prendre la place de quelqu'un. Et vous rêvez d'être un homme, Parce que vous savez, quand on parle des gens de télévision, vous citez toujours des hommes, jamais des femmes. Oui. Hein, donc, rêver d'être un homme de télévision. Je sens une petite revanche, Evelyne, derrière votre question. Non. Mais d'être un homme de télévision, ça vous aurait plu? Non. Enfin, franchement, je me suis jamais posé la question. Et vous, Corinne Lepage, vous disiez qu'il y avait très peu il y a une femme Premier ministre qui s'en est pris plein la figure, pas de femme président de la République. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être un grand homme politique ou un homme tout court? Non, j'ai jamais rêvé d'être un homme. Je trouve que c'est une chance formidable d'être une femme parce qu'on donne la vie. Et voilà. Et il n'y a pas une situation très précise dans laquelle vous auriez rêvé d'être un homme? Non, parce que je pense être équipée personnellement suffisamment pour me bagarrer et me défendre. Et par conséquent, non, très franchement, j'ai jamais rêvé d'être un homme. Je suis heureuse d'être une femme, avec les difficultés que ça représente, mais aussi les joies que ça représente. Donc, et vous, Céline, jamais? Peut-être, si un jour où j'aurais aimé être un homme, c'est en finale des Jeux Olympiques, quand j'ai commenté la finale de David Douillet, où j'ai perdu ma voix de façon... c'est très mal passé. J'ai su après, en discutant avec le médecin, que si j'avais eu des cordes vocales masculines, j'aurais eu une résistance plus importante, qui m'aurait été montée dans les aigus. des cordes vocales?
Voilà. Ouais, il paraît que les cordes vocales masculines résistent mieux, et donc j'aurais évité de faire soigner. Pas juste. Et sinon, quand on est très pressé d'aller en toilette avant le plateau, c'est plus facile pour enlever avec tous les micros quand on est un homme. Oui. Et vous savez ce que faisait Zitrone, hein? Vous savez ce que faisait Zitrone. Donc des fois, j'aimerais bien être un homme. Zitrone, il faisait pipi dans une bouteille quand il commentait les... Vous savez, les... Oui, oui. Vous savez, quand il y a 5, 6 heures, 7 heures de mariage... L'autre fois, en chemin du monde de judo, je courais, comme ça, j'étais en direct, j'ai dû me dépêcher, j'ai enlevé mon pantalon, j'ai fait tomber mon portable dans les toilettes japonaises, où les chasses d'eau se mettent en route automatiquement, donc mon portable est perdu et plus personne n'a pu m'appeler de la journée, c'était une catastrophe. Là, j'ai rêvé d'être un homme, 5 minutes. Et coureur cycliste aussi, c'est drôle. Et vous, Flora, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous auriez rêvé d'être un homme? Non, parce que j'ai toujours des copains cuisiniers qui me disent mais de toute manière, t'es un homme dans un corps de femme, donc j'ai un peu les deux. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ça? Tu présentes comme un mec, tu es un chef d'entreprise comme un mec, tu fais de la voile comme un mec, tu fais de la politique comme un mec. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ça? Jamais? Tout le temps, moi. Tout le temps? Alors moi, on me dit, mais fais super attention, ma chérie, tu vas faire fuir les mecs parce que tu fais un boulot de mec. T'es un peu médiatisé, t'as de l'argent, tu pratiques un sport de combat très violent. Donc, on me dit, arrête quelque chose, ne fais pas tout en même temps, ça n'est pas possible. Ils vont partir en courant. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas fait fuir les hommes et vous aurez intéressé aussi les femmes. Vous avez été très convaincantes. Merci, mesdames, d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. Pour être les pionnières, hein, parce que c'est pionnière ou pas, finalement, on s'en fiche. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour et à bientôt.